What the fuck Podcast. Bon, et salut à tout le monde. Aujourd'hui, un nouvel épisode de What the fuck Podcast. Ici, je viens avec un nouvel invité, mais il est très intéressant, un businessman, un expert en crypto-monnaie, Patrick Tamine. Ça va, tout va bien? Très bien, très bien. Ben, oh, Patrick, tout le monde, il y a plein de monde qui m'écrit. Ils ont envie de savoir un peu de comment on pouvait arriver à faire ça, ou comment on pouvait arriver à faire l'investissement, à mettre de l'argent, parce que c'est pas un truc évident, hein. C'est pas évident que tu télécharges une application et voilà, et tu mets de l'argent et ça va. Non, c'est même compliqué. C'est très compliqué. C'est relativement compliqué. Ça a l'air simple, mais si on veut bien protéger son argent et ses crypto-monnaies, c'est un peu plus compliqué que de simplement créer un compte quelque part, avoir un bon mot de passe et se limiter à ça. Et Non. c'est quoi quand on veut commencer ça, Patrick? Alors, dans un premier temps, on est obligé de passer par une banque en ligne qui accepte les crypto-monnaies. Donc d'abord, il faut deux choses en fait. Il faut que votre banque, que ce soit en Belgique, ça peut être KBC, Crélan, BNP Paribas ou autre, accepte KBC, de verser... c'est CBC, non? KBC, Oui. c'est la version flamande de oui. CBC. Donc il faut que votre banque, elles ne le font pas toutes, accepte de verser sur une banque crypto et il faut se créer un compte sur une banque crypto. Alors il y en a énormément qui permettent d'acheter des crypto-monnaies et éventuellement de faire du trading. Ah, voilà. Mais et quelle banque? Tu peux dire, non sais, 2 ou 3 banques Alors, acceptent de faire ça? Alors, j'en ai 2-3 en tête, évidemment. Pour moi, la plus fiable est celle qui n'a jamais fait l'objet de quelque attaque que ce soit sur Internet ou autre, ou dans les médias, c'est Kraken. Donc, Kraken. moi, j'ai une énorme confiance en Kraken, comme le monstre japonais. Oui. Donc, kraken.com. Mais sa banque, tu la trouves ici Ils ont pignon sur rue, pas en Belgique, mais en Angleterre, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, plus que probablement. Je n'ai pas suivi toute l'actualité. Donc, c'est une vraie banque, mais sur laquelle on peut ouvrir un compte sur Internet, en fait. Okay. Donc, j'ai Kraken en tête, j'ai Coinbase et j'ai éventuellement Binance. Je dis éventuellement parce qu'ils ont été épinglés par... le patron qui s'appelle Zhao a dû s'exiler dans une île, on l'a retrouvé. Enfin, il y a eu tout un ramdam autour de Binance. Et donc, aujourd'hui, je conseillerais Kraken. Ce n'est pas le meilleur marché, loin de là. C'est probablement une des plus chères au niveau des transactions, mais c'est la meilleure. Il a crypto.com? Alors, jamais testé. Non. Donc, moi, je suis client sur Kraken, Coinbase, Coinex, Binance encore. J'ai gardé mon compte, je ne l'utilise plus pour le moment. Mais j'ai jamais essayé crypto.com. Okay. Et Patrick, c'est quand que tu vas commencer avec tout cet univers de la crypto-monnaie? Parce que franchement, pour plein de monde, c'est pas très simple d'arriver à faire ça. Alors, au départ, c'est très simple parce qu'il suffit quelque part de s'inscrire en ligne sur Kraken, par exemple. Moi, à l'époque, c'était Coinbase. Et là, il suffit d'un mot de passe, d'un email. Et ça que tu me parles, c'est des applications? Non. Que tu peux télécharger ou sur des sites Internet? On le fait sur le site en ligne. Ah, c'est des donc sites en ligne. Via un browser classique. Il n'y a pas des applications que tu peux télécharger? Si, aussi. Aujourd'hui, oui. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Ah, oui. Donc moi, quand j'ai commencé il y a 10 ans, ce n'était pas comme ça. Et donc, très vite, évidemment, comme on parle d'argent, il va falloir montrer patte blanche. Donc, avoir un mot de passe et un email, ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire une photo de sa carte d'identité recto verso, l'envoyer, ce qu'on appelle les KYC en anglais, donc les Know Your Customer. Et donc là, aujourd'hui, ils sont devenus très, très exigeants là-dessus parce qu'ils veulent pouvoir se justifier vis-à-vis des autorités parce qu'on parle de mouvements d'argent et qui peuvent être importants. Et donc, ils veulent savoir où va l'argent. Voilà. Et Patrick, c'est à quelle époque tu avais commencé? C'est déjà 10 ans, tu viens de dire que c'est 10 ans que tu avais commencé. Presque 10 ans, 2015, oui. À 2015. Ça, c'est tout début de Bitcoin. Et il était commencé, parce que le Bitcoin a commencé en 2011, 2013, non? Alors, le Bitcoin est arrivé en 2008. Ah, 2008. J'ai pas été revoir la date exactement, mais en fait, c'est coordonné avec le crash de Lehman Brothers, la banque de Lehman Brothers. Pourquoi? Parce que Satoshi Nakamoto, qui est derrière le Bitcoin, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes ou si c'est une personne seule, mais en tout cas, celui qui se fait appeler Satoshi Nakamoto a décidé de lancer son Bitcoin
après un événement majeur, un événement financier majeur, négatif pour les banques. Et il se fait que, hasard du calendrier, il lance ça peut-être début 2009, c'est fin 2008 ou début 2009, juste après le crash de Lehman Brothers, pour montrer au monde entier, regardez, les banques ne sont pas fiables, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous ne pouvez faire confiance qu'en vous-même. Et donc, il lance Bitcoin pour que chacun soit seul maître à bord. Ça signifie aussi que si vous perdez vos accès, il n'y a personne qui va vous les récupérer. Avoir une banque, ça peut être un avantage parce que si vous avez Alzheimer et que vous avez perdu la mémoire, votre banquier, lui, va retrouver dans ses livres et enfin dans ses comptes Internet, il va retrouver vos sous. Si vous perdez vos accès Bitcoin, ils sont perdus. Oui, j'ai vu il y a des exemples qui ont passé. Il y a un garçon qui a perdu 55 000 bitcoins parce qu'il avait perdu la clé et un truc comme ça, j'ai vu sur Internet. C'est pire que ça. Il a donné un sac poubelle à sa femme et il a dit à sa femme, voilà, ça va pour la poubelle, tu peux mettre ça aux ordures. Le camion est passé et en fait, dans le sac, il y avait un disque dur. Et depuis, il fouille les sites qui récupèrent les ordures avec des tractopelles pour aller récupérer son disque dur. Mais bon, bonne chance, évidemment. Non, ça c'est impossible de trouver. Et Patrick, parle-moi parce que après la sortie de ça que tu avais fait, tu avais mis l'argent, c'est combien vous pouvez mettre d'argent aujourd'hui, parce que c'est pas la même chose à l'époque, c'est clair. À 10 ans avant, qu'aujourd'hui. Avec combien tu avais commencé et combien tu fais la recommandation aujourd'hui pour commencer? Alors, tout dépend de l'objectif. Donc, moi, il y a 10 ans, j'ai mis exactement un quart, donc 25% de ce que j'avais sur mon compte épargne. J'avais pas énormément, parce que je travaille, j'ai une maison à payer, etc. J'avais royalement 6 000 euros sur mon compte épargne, j'ai mis 1 500 euros. Et avec ces 1 500 euros, j'ai acheté des bitcoins. Voilà. Et l'idée pour moi... Tu as mis combien? 1 500 euros. 1 500. 1 500 euros. Mais tu avais bien commencé, hein. Maison à payer et tout ça, mais ça a bien commencé, hein. C'est pas donc, comme moi que j'avais commencé avec 150. Et encore, c'était en 2015. Si j'avais mis 1 500 euros en 2009... Mais non, toi, c'est multimillionnaire. On ne serait pas ici en train de parler non. Parce qu'on sera on va se connaître. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il y a deux façons d'acheter des bitcoins. Soit on en achète et on les garde et on voit après 5 ans, 10 ans, 20 ans ce que c'est devenu. Et moi, c'est le calcul que j'ai fait. Donc, j'ai dit, j'achète pour 1 500 euros de bitcoin et je verrai à ma pension. J'en ai pas besoin pour vivre, je bosse. Et donc, j'ai un train de vie normal, je dirais. J'ai pas besoin de cet apport d'argent supplémentaire. Et en plus, quelque part, je voulais aussi laisser quelque chose à mes enfants. Donc ça, c'était l'idée pour moi. Mais d'autres vont acheter du Bitcoin et essayer de faire du trading. Donc tout dépend vraiment de l'objectif. Mais ça, c'est très compliqué. Faire du trading, c'est pas... Pour moi, c'est pas pour débutants. Alors, mon conseil, pour le Bitcoin en tout cas, lui en particulier, c'est de ne pas faire de trading. Vous achetez et vous regardez dans 10 ans ce que ça vaut. Il faut savoir que 95% des traders se plantent. Oui, bien sûr. Il n'y a que 5% des gens qui arrivent à bien gérer ça. Ce sont des traders professionnels. Si vous n'êtes pas professionnel, il ne faut pas le faire. Et tu es très gentil, hein, que tu as donné un 100%. Non, parce 5%, que... je suis peut-être encore gentil. Oui, tu es très gentil parce que moi, je suis sûr qu'il y a 1% qui peut vivre du trading. Alors, il y a deux façons de jouer. Il y avait le trading d'une part, donc acheter du Bitcoin quand il est à bas prix, le revendre plus haut, le revendre quand il est plus haut, le racheter quand il est plus bas, etc. Il y a l'autre façon qui est faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à l'époque, il y a 10 ans ou 8 ans ou 7 ans même, il y avait de grosses différences entre les différentes banques en ligne. Si on regardait le prix du Bitcoin sur Coinbase ou sur Kraken, on s'apercevait qu'il y avait 300, 400 euros de différence. Donc, un peu comme une banque classique où on achèterait du dollar. Et quand on entre dans la banque, le taux à l'achat est tel taux à la KBC ou CBC, mais il sera tel autre taux à la BNP Paribas, par exemple. Et donc, que font ceux qui font de l'arbitrage? Ils achètent le Bitcoin là où il est bon marché sur le site, par exemple, Kraken. Ils transfèrent
sur leur site Coinbase et ils revendent sur Coinbase parce que sur Coinbase, le Bitcoin est 200 € plus cher. Et puis, ils font le travail inverse. Et là, on est sûr de gagner. On ne peut pas perdre. Mais aujourd'hui, il y a des autres outils comme l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ils permettent aussi de faire trading sans tout faire rien. Alors, C'est très dangereux, c'est vrai, c'est très dangereux, mais je connais quelqu'un qui a gagné beaucoup avec ça. Hein. alors j'ai envie de dire, il a de la chance. Mais oui. Il a de la chance parce que on a vu des fausses pubs. C'est tous des fakes qui ont été créés avec l'intelligence artificielle, où on voit Elon Musk qui explique qu'il a créé une plateforme sur laquelle on met 300 € et très vite on arrive à 10 000 €. C'est du fake. Tout ça, c'est du fake. Ça n'existe pas. Ce sont des paroles qu'on met dans la bouche d'Elon Musk. On fait bouger les lèvres en fonction parce que l'intelligence artificielle permet ça aujourd'hui. Et ça donne des fake news. Ça n'existe pas. Non, mais je te parle plus de que l'intelligence artificielle, c'est pas que tu pas travailles directement. C'est lui qui te va à dire, bon, je pense qu'il y a un 98% qui aujourd'hui peut monter à telle quantité, ou un 2%, ou un 3%. Et je pense qu'à telle heure, à telle date, tu peux vendre. Et tu peux acheter à telle heure et à telle date. Tu vois? J'avais bien compris. C'est un peu comme ça. Je voulais d'abord spécifier le fait qu'il y a des fakes qui tournent. Mais j'ai très bien compris où tu voulais m'emmener. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, c'est très simple. Parce que personne n'a vu le Covid arriver en 2020. Mais oui, Même le Bitcoin ne l'a pas vu arriver et l'intelligence artificielle ne l'aura pas vu non plus. Non, personne. Et ça a eu un impact énorme sur le Bitcoin. Personne n'a vu la guerre en Ukraine arriver. Personne n'a vu d'autres, par exemple, les déclarations complètement débiles, j'ai envie de dire, de Elon Musk quand il dit que le Dogecoin est un super coin. Donc, tous les événements qu'on peut voir à l'international ont un impact sur la réaction qu'ont les gens vis-à-vis du Bitcoin. Si la Chine déclare la guerre à Taïwan, je n'ai aucun doute que le Bitcoin va chuter. Et il n'y a aucune intelligence artificielle qui peut... Mais et pourquoi tu penses que... Pourquoi tout l'univers de la crypto-monnaie, il s'érige pour les conflits, les problèmes. Et pourquoi ça monte ou ça descend tellement vite quand dans le monde il passe quelque chose? Alors, je vais revenir un peu en arrière. Est-ce qu'il y a une explication ou est-ce que c'est... L'explication est très simple. Quand moi j'ai acheté du Bitcoin il y a 10 ans, j'adorais l'idée qui était derrière. Je me moquais de l'argent. J'en avais pas besoin. Hein. J'ai dit, OK, je vais prendre un risque, je vais le faire. Mais ma motivation n'était absolument pas l'argent. Ma motivation, c'était de me dire, OK, on a un système complètement indépendant. Les États n'ont plus rien à dire. Et je suis seul maître à bord. Donc c'est, quelque part, c'est une phrase que vous entendrez souvent en matière de crypto-monnaie. C'est rendre le pouvoir aux gens et plus aux États, aux banques, etc. Vous êtes votre propre capitaine et vous gérez votre navire. Et ça, vraiment, cette philosophie-là, moi, elle m'a conquis à l'époque. Il se fait qu'aujourd'hui, OK, ça a fait beaucoup d'argent. C'était totalement inattendu, en tout cas dans ces proportions-là, j'avoue. Et aujourd'hui, le problème, c'est que les gens qui veulent investir dans Bitcoin, ils voient ça comme un investissement. Ils ne voient plus l'idée qu'il y a derrière. Bah oui. Et l'idée de Satoshi Nakamoto, elle était là. C'est celle que j'ai énoncée. Ce n'était pas spéculer et faire du fric. Vraiment. Et donc aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens qui s'intéressent à Bitcoin sont cupides. Ouais. Ça, c'est la nature humaine. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Mais ce n'était pas l'idée directrice du projet de Satoshi Nakamoto. Et tu penses que tu connais bien la nouvelle monnaie qui a sorti la Chine, la Russie et tous les pays, pour dire. Alors, c'est les BRICS. Oui. Tu penses que ça devient aussi un peu comme Bitcoin ou ça a volé en éclats. Hein, là, pour l'instant, ça a volé en éclats. C'est juste un pétard mouillé pour le moment. Il faut savoir que la Chine a sorti son yuan numérique. Donc ça, c'est fait. Mais ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont fait un yuan numérique avec date de péremption. Et ça, c'est tout simplement une horreur pour la population parce que ça veut dire que vous allez être dépendant de l'État
toute votre vie. Vous ne serez jamais financièrement indépendant. Alors, ce yuan numérique avec date de péremption est en test. Il n'est pas encore lancé sur le marché chinois, j'ai envie de dire. Mais ça veut dire que vous recevez votre salaire et vous avez 3 mois pour le consommer. Si vous ne l'avez pas consommé, c'est perdu, comme les chèques repas. Et donc, l'idée, c'est que si un jour votre chaudière lâche, comme vous n'avez pas d'argent de côté, puisque vous n'avez pas pu en mettre de côté, vous allez emprunter à la banque. Et donc, toute votre vie, vous allez dépendre des autres et vous ne serez jamais indépendant, finalement. Voire jamais pensionné pour les pays qui n'ont pas de pension, par exemple. Vous devrez travailler tout le temps, parce que dès qu'il vous arrivera quelque chose, vous serez obligé à ce moment-là de faire un investissement, et cet investissement, il vient d'où? De la banque. Et donc, il faut vraiment distinguer 2 choses, Miguel. Les monnaies centralisées, comme celles qu'on connaît, les fiat, les fiduciaires, donc comme le dollar, l'euro, etc., qui sont centralisées par les banques, les États, etc. Et les monnaies décentralisées, que sont certaines crypto-monnaies, la majeure partie. Mais pour ne donner qu'un exemple, on parle beaucoup du Ripple en ce moment parce que le Ripple monte bien. Il a fait x3 quelque chose dans les dernières semaines. Le XRP, ça ce sont les initiales. Mais ça, c'est la solution des banques. Donc c'est une crypto-monnaie qui est centralisée. Pour en revenir aux cryptos décentralisés, ce sont pour moi les seuls qui sont... crédible n'est pas le meilleur mot, mais les seuls valables en termes d'investissement, parce que pour plein de raisons. Mais bon, crédible, il est bien dire, parce que Bitcoin, il est bien crédible. Oui, mais il est crédible parce qu'on lui accorde sa confiance, comme l'euro, comme le dollar. Si je prends un contre-exemple, le bolivar au Salvador a disparu parce que le peuple n'avait plus confiance en cette monnaie. Et donc le Salvador a fait du Bitcoin sa monnaie nationale. Donc, une monnaie ne tient que par la confiance qu'on lui prête. Si demain, plus personne n'a confiance en l'euro, il va s'effondrer. D'ailleurs, la rouble s'effondre petit à petit pour le moment, pour les raisons de guerre, etc. Mais petit à petit, la confiance en la rouble diminue. Oui, c'est très intéressant ce que tu avais dit d'El Salvador, parce que Najim Bukele, il s'est fait rigoler pour tout le monde. Exact. Tout le monde avait dit, on mais toi, tu es un fou. Franchement, tout le monde l'a pris pour un fou. Tout à fait. Et maintenant, aujourd'hui, il est milliardaire. C'est pas 1 euro, 2, non, c'est milliardaire. Parce que... Il achète un bitcoin par jour pour son pays. Oui. Enfin, le pays achète un bitcoin tous les jours. Et à l'époque, les premiers bitcoins, ils ont dû les payer à peu près 35 000 euros. Donc aujourd'hui, il est très très largement gagnant et son pays a gagné beaucoup d'argent avec le bitcoin. Mais bon, encore une fois, les gens ont aujourd'hui plus confiance en bitcoin qu'en le bolivar. Un autre exemple, il y a, je dirais, 40 ans, la lire italienne, c'était une catastrophe. Il y avait un facteur 100 tous les X, tous les 2 mois ou tous les ans. Une lire italienne ne valait plus qu'un centième de sa valeur 2 mois après. Le bolivar, pour vous donner un exemple concret, la dernière fois qu'il a subi une chute, les gens qui avaient 1 million de bolivars sur leur compte, du jour au lendemain, ça valait un seul bolivar. Donc il était temps de faire quelque chose. Alors ils ont évidemment le dollar, mais ils n'aiment pas les gringos, ils n'aiment pas les Américains, donc ils essayent de se départir du dollar, et donc pourquoi pas, oui, le bitcoin. 3 crypto-monnaies qui pour toi, tu mets de l'argent comme ça, direct, qui pour toi sont bons investissement. J'en ai que 2. Toi 2. Aujourd'hui, j'en ai que 2. En gros, le Bitcoin, c'est l'étalon. Donc, le Bitcoin est, pour moi, pour les 6 années à venir... Oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il est très cher. Oui, mais on peut acheter un morceau de Bitcoin. On Et peut le acheter problème, un tout petit morceau de Bitcoin. Exactement. Ça, c'est un truc que c'est bien dit pour toi, parce que le marché du Bitcoin, pour le moment, il y a plus de demandes que de Bitcoin. Ça, c'est un truc que jamais ça vu dans la vie. Maintenant, il commence à descendre parce qu'il va arriver le moment qu'il n'y a plus, que ça finit le Bitcoin. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près 19 500 ou 600 000 Bitcoins qui ont été libérés. En 2140, donc dans plus de 100 ans, il y en aura 21 millions, et pas un de plus. Et c'est ce qui fait la valeur du Bitcoin, c'est qu'il est rare. Et ça ne va pas changer. Donc,
l'idée, c'est que ça doit rester rare. Sauf que un bitcoin, c'est 100 millions de satoshi, au même titre que 1 euro, c'est 100 eurocents. Donc un bitcoin, c'est 100 millions de satoshi. Vous pouvez acheter aujourd'hui des dizaines de milliers de satoshi pour pas cher. Pas des centaines de millions, parce que là, on parle de bitcoin à ce moment-là. Et donc, comme il n'y en aura que 21 millions à se distribuer pour 8 milliards de personnes, et plus, surtout jusqu'en 2140, ben, aujourd'hui, si vous avez ne fût-ce qu'un dixième de bitcoin, donc 9 000 euros à peu près aujourd'hui, ben vous êtes un des 210 millions de personnes les plus riches au monde en bitcoin. Et ça, c'est une notion qu'on n'a pas avec l'Ether, Ethereum, Non. ou avec le Solana, parce que le nombre n'est pas limité. Et c'est ce qui fait la valeur de ce bitcoin. Maintenant, je vais faire un comparatif avec l'or, puisqu'on appelle le bitcoin l'or 2.0. Les réserves d'or doublent tous les 40 ans, parce qu'on continue à miner de l'or. D'ailleurs, la Chine vient de trouver un nouveau gisement, 1000 tonnes d'or. Ils se sont enrichis de 80 milliards de dollars. C'était il y a quelques jours dans le journal. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'or, il fluctue et en général vers le haut. Hein, et il est aujourd'hui aux alentours des 72 75 000 euros, je dirais. Je n'ai plus regardé récemment. Et il continue sa progression tranquillement. Mais étant donné que les réserves d'or doublent tous les 40 ans, ben ça a un impact sur sa rareté. Il est moins rare. Et donc, il ne va pas exploser comme le Bitcoin pourrait le faire. Oui, bien sûr. Le Bitcoin, il y en aura 21 millions, pas un de plus. Et il y en a déjà à peu près 5 millions de perdus. Des gens qui ont perdu leurs accès. Non, oui, donc finalement, il va y avoir 16 millions de Bitcoin disponibles sur les 21 millions qui auront été émis. Et donc, si tu possèdes aujourd'hui un dixième de Bitcoin, eh bien peut-être que dans 20 ans, ça te fait un beau bas de laine. Oui. Mais, et quoi, c'est la autre crypto-monnaie que tu penses que alors dans aujourd'hui, le futur, il peut exploser? Je vais t'en donner 3 pour te faire plaisir, mais je vais mettre en troisième lieu, je mettrai l'Ether. En deuxième lieu, je mets le Solana. Le Solana, aujourd'hui, c'est, d'après ce qu'on a pu voir, c'est la meilleure technologie. Donc, bien entendu, Bitcoin est le premier. La technologie est complètement dépassée. Heureusement, il y a des programmeurs derrière qui continuent à faire évoluer le Bitcoin et la technologie Bitcoin. De toute façon, un jour ou l'autre, quand les ordinateurs quantiques seront prêts, il faudra mettre une couche crypto-quantique sur le Bitcoin. Parce que sinon, il y aura éventuellement moyen de casser la blockchain et de la réécrire. Et ça, ce serait un gros problème. Parce que du coup, il n'y a plus rien de sécurisé. Donc de toute façon, quand les ordinateurs quantiques seront stables, aujourd'hui ils existent mais ils ne sont pas stables, et qu'ils pourront les coupler et en mettre peut-être 10, 100, 1000, 2000 ensemble, ils seraient en mesure à ce moment-là de casser la blockchain. Ce qui ne peut pas arriver avec Solana parce que Solana est déjà quantum résistant. A priori, je n'ai pas été vérifié, mais je n'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je vous aurais proposé l'Ethereum en troisième position, mais il est monté de mémoire à peu près à 6 000 euros et aujourd'hui il pointe à 3 000 euros. Mais si ça c'est son pic historique, je pense qu'il peut revenir là-bas aussi, non? Alors, pour le Bitcoin, on l'a vu plusieurs fois. J'ai toujours dit, quand le Bitcoin arrive à un certain pic, un NAT, comme on dit, donc all-time high, ATH, il y reviendra. S'il chute, même aujourd'hui, il pointe à peu près 91 000 euros. Dans mon esprit, je pense qu'il ne descendra plus jamais en dessous de 40 000 euros. Mais il peut très bien descendre à 45 50 000, c'est possible de voir une chute de cette ampleur. Mais pour moi, il a encore 6 ans de bon. Donc les 6 années à venir, il ne peut faire que progresser. Il y a des raisons techniques derrière, qu'on appelle le halving. Si tu veux, on peut en parler. C'est un peu plus technique, mais voilà, c'est pas très très compliqué à comprendre. Alors, les crypto-monnaies, il y a 3 différents. Les bitcoins, les crypto-monnaies, les altcoins et les memes. Les memes coins, aujourd'hui, il y a plein de monde qui gagne beaucoup d'argent avec meme coin. Pourquoi? Pour la spéculation. C'est ça. Parce que les gens, ils font la spéculation de que oui, aujourd'hui, il va monter et il y a des gens qui sont très reconnus dans le monde de la crypto-monnaie. Ils ont fait des spéculations qu'aujourd'hui, il va monter, je ne sais pas, moins d'un. Ça, c'est une monnaie. Et les gens suivent à ces personnes parce qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie
il est tout le monde doit suivre 100% parce que les gens ils pensent qu'ils peuvent devenir riches d'un jour à l'autre. Tu penses qu'aujourd'hui, quelqu'un il peut devenir riche d'un moment à l'autre comme ça? Tous les jours. Mais c'est un coup de bol. Alors moi, quand tu dis il y a 3 types de crypto-monnaies, les cryptos, les altcoins, les meme coins, moi je vois ça autrement en fait. En fait, il y a les crypto-monnaies Mhm. classiques, comme le Bitcoin, comme l'Ether, comme même le Dogecoin. Moi je le classe dans les crypto-monnaies parce que le Dogecoin, c'est un divorce, comme on appelle ça, fork en anglais, de la blockchain du Bitcoin. Donc le Dogecoin, c'est finalement la même technologie que le Bitcoin. Oui, mais ça s'appelle meme coin Ouais, parce que ça vient des memes qui existent dans l'internet. ouais, C'est Dogecoin, c'est un chien qui exact. fait un grand meme Bitcoin, ouais, très viral ouais, dans l'internet. Ils ont pris ça, ils ont fait une monnaie. Ça existe Pepe, existe Shiba Inu. Que Shiba exact. Inu, il y a plein de monde qui parle que ça c'est peut-être c'est la prochaine Bitcoin. Mais c'est un pari très risqué. Ah ouais. On est tous conscients que le Bitcoin ne sera pas l'élu à la fin des temps, j'ai envie de dire, parce que c'était le premier. Donc, mais il a encore des années devant lui avant de disparaître au profit d'une autre crypto-monnaie. On est tous d'accord là-dessus, parce que la technologie va évoluer, la vitesse pour les transactions. La dernière transaction Bitcoin que j'ai faite, elle a duré une dizaine d'heures. C'était insupportable. C'était très complexe à faire, mais voilà. Pour en revenir à tes meme coins ou tes altcoins, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 30 000 crypto-monnaies, voire plus même maintenant. Et là-dedans, il y a 29 500 shitcoins Ah ouais. qui n'ont aucun sens. Et je vais peut-être en décevoir certains, et Elon Musk en particulier, le Dogecoin est un shitcoin. Les concepteurs du Dogecoin, quand ils ont écrit leur white paper, la page blanche dans laquelle ils ont dit à quoi ça servait, ils ont dit nous c'est une farce, hein, c'est une blague, il y en aurait une infinité. Donc vous achetez du Dogecoin, la production ne s'arrête pas. Il y en aura des milliards de milliards. Mhm. Vous imaginez que ça va jamais devenir rare. Mais ça c'est Donc très le Dogecoin dangereux. ne remplacera jamais le Bitcoin, pardon. Mais ça c'est bien que tu parles de ça parce que ça c'est très dangereux. J'ai vu la semaine passée dans les nouvelles, il y a sorti un petit garçon qui l'a créé en monnaie digitale. Et pour ça qu'on parle de la spéculation, les personnes ils ont commencé à mettre l'argent dedans et le garçon il a gagné en 12 heures, 3 heures, il a gagné 30 000 euros. Oui, 30 000 euros. Il a vendu tout et tous les autres, il a perdu l'argent. C'est une arnaque, c'est une nouvelle arnaque. Ça, c'est un truc que tout le monde il doit prêter attention. exact. Parce qu'il y a plein de crypto-monnaies, il y a plein de meme coins, il y a plein de monnaies qui sont des arnaques. Dans les shitcoins donc, que j'ai évoqués, Mhm. les 29 500 shitcoins, il y a la moitié qui sont des arnaques. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde veut sa part du gâteau. Et comment est-ce qu'on peut détecter quand ce sont des arnaques? Ou il y a une manière de détecter? Alors, ce n'est pas toujours facile. Mhm. Il faut s'assurer d'abord qu'il y a une blockchain derrière. Parce Mhm. que le OneCoin, par exemple, a été une arnaque monumentale. Il n'y avait pas de blockchain. C'était une nana qui tenait un tableau Excel. Et elle mettait, voilà, Miguel m'a acheté 1000 OneCoin pour autant. Et il y avait des graphiques qui ne correspondaient absolument à rien, d'achat, de vente, etc. Et quand Miguel a voulu récupérer son argent, eh ben, il n'y avait plus d'argent parce elle était partie avec la caisse. C'est dur ça. Donc il n'y avait même pas de blockchain. Non, ce qu'il faut lire, c'est le white paper, ce qu'on appelle la page blanche. Et ensuite, il faut se renseigner. Alors, il faut faire super gaffe parce qu'il y a les crypto-addicts et les crypto-sceptiques. Il faut écouter aucun des deux. Moi, je suis devenu crypto-addict, mais par conviction, pas pour l'argent qu'il y a derrière. Et donc, quand un crypto-addict va vous dire « Oh, à la fin de l'année, il sera à 250 000 $, comme Michael Saylor ou je ne sais plus, Robert Kiyosaki a dit il y a quelques mois, à la fin de l'année, il sera à 250 000 $, ben jamais. Hein. On y est à la fin de l'année et c'est encore une fois un crypto-addict qui aimerait que. Et Ouais. quand un autre dit, un crypto-sceptique dit il va s'effondrer, l'année prochaine il sera à zéro, ben non, c'est pas le cas non plus. Une copine qui a mis 3 500 € il y a 1 mois et demi, elle est bien tombée. Il a bien tombé. Parce qu'évidemment, on ne savait pas encore que Trump allait être élu. Mais non, oui. Et ça a explosé. Et avec 3 500, aujourd'hui, elle a le double. Elle a Mais 7 000. ouais. Elle a acheté à 55 000, elle a quasi le double. Nous aujourd'hui. avons parlé ça un jour ou 2 jours avant de les élections de Donald Trump. Hein. Ouais, Nous avons parlé, oh non, une semaine ou 2 semaines avant, un Ouais. truc comme ça. ouais. On l'a jamais.
Nous avons parlé de ça et après, Effectivement. il explosait complètement. Et le Bitcoin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, majoritairement aux États-Unis, les mines de Bitcoin sont interdites. Il y a des États qui les acceptent, hein, le Texas, la Floride, New York. Enfin, il y a des États, bien entendu, où Et on aussi peut... à la Belgique aussi, tu peux faire ou Oui, c'est on peut interdit? le faire en Belgique, mais aucun intérêt. L'électricité est beaucoup trop chère. Expliquer qu'est-ce que c'est les mineurs de crypto-monnaies, parce que les gens, je suis sûr Alors, que c'est un très mauvais terme. 90% des personnes qui regardent ça, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un mineur. C'est un très mauvais terme. Les mineurs, c'est les banquiers. C'est ceux qui vérifient les transactions. Et ils ne font que ça. Les ordinateurs tournent, enfin ce sont des puces ASIC, A-S-I-C, ça s'appelle comme ça aujourd'hui, qui tournent en permanence et qui vérifient que le Bitcoin que j'ai envoyé de mon portefeuille vers celui de Miguel est bien arrivé chez Miguel et que la transaction est correcte, qu'il n'y a pas eu de fraude. Pour ça, il faut au moins 6 vérifications. C'est un peu comme si votre dossier bancaire passait par 6 personnes différentes en banque pour vérifier que tout est OK. Si les 6 vérifications sont bonnes, le Bitcoin arrive sur le compte de Miguel. Si dans les 6, il y en a une qui foire, quelle que soit la raison, la transaction est annulée, il faut la recommencer. Les mineurs ne font que ça. Mais on les appelle les mineurs, pourquoi? Parce qu'au bout d'un certain nombre de blocs, 2200 je crois de mémoire, je ne sais plus, il faudrait que je revoie les chiffres, au bout d'un certain nombre de blocs, au bout de 100 blocs, minés, il y a une récompense qui tombe. Et cette récompense tombe toutes les 10 minutes. Alors, quel que soit l'ordinateur, donc quelle que soit la puissance de l'ordinateur, même si on couple des ordinateurs ou des puces ASIC, c'est toujours 10 minutes parce que les programmeurs ont mis en place un système qui force les transactions à se faire dans un délai de plus ou moins 10 minutes. Enfin, les blocs dans un délai de plus ou moins 10 minutes. Ça peut être 9 minutes 56 ou 10 minutes 3, par exemple, mais plus ou moins 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, celui qui ferme le bloc, donc qui fait la dernière transaction du bloc, reçoit des bitcoins. Et aujourd'hui, il reçoit 3,125 bitcoins. C'est énorme. Sauf que, pour prendre un exemple simple, s'il y a 1000 puces ASIC dans le monde qui tournent, il y en a bien plus que ça, je vous rassure. S'il y a 1000 puces ASIC qui tournent et que vous en possédez 500, vous avez une chance sur 2 d'avoir cette récompense. Si vous n'en avez qu'un, vous avez une chance sur 1000. Et si vous travaillez avec un Raspberry Pi, aujourd'hui, je vous garantis que vous avez une chance sur des milliards de remporter la récompense. Ton prédiction pour 2030, tu penses que le Bitcoin il va arriver à plus de 100 000 euros? Pour 2030? Oui. Alors, je déteste les prédictions parce que c'est typiquement ce que les crypto-addicts font et ça n'a pas vraiment de sens. Mais les gens, ils ont envie de savoir de quelqu'un qui avait mis l'argent en 2015 parce que c'est pas beaucoup le monde. Hein? Tu avais une bonne vision. Hein? J'ai été bien conseillé. Tu étais bien conseillé. C'est vrai. Parce que personne, en 2015, moi par exemple, moi je suis jeune, en 2015, jamais entendu parler de Bitcoin. Ah mais moi non plus. Hein. Quand il m'en a parlé la première fois, il m'a dit je te suggère d'en acheter, ça va monter. Et comme c'est quelqu'un que j'écoute qui m'a dit ça, ben, je l'ai fait. Bah, bien fait, hein? C'est un bon ami. Hein? Aujourd'hui, tu le donnes la main, tu le donnes câlin et tu le dis merci beaucoup. Hein? J'étais devant mon PC, je finalisais, dans la pièce là derrière, chez moi, je finalisais l'achat. Et à ce moment-là, il y a ma femme qui rentre du boulot, enfin ma copine, hein, mais voilà. Et je la regarde entrer, elle vient me dire bonjour, je la regarde. Et je lui fais, j'ai acheté mes premiers bitcoins. Et elle m'a regardé et texto, elle m'a dit, t'es un grand malade. Bien sûr. Hein? Bon, ton prédiction. Alors, prédiction. 2030. Tu penses qu'elle va arriver, parce qu'il y a plein de monde, il y a plein de prédictions. Va arriver à 500 000, va arriver à... Moi, j'avais fait une prédiction il y a déjà... Tu penses qu'il va passer un an. Les 100 000 euros? Oui, ça, il va les passer allègrement. Pour moi, oui. Il va les passer allègrement. On les a léchés, là. On est arrivé à... Et plus, ça va arriver à 99 500 $. Oui. Donc, dollars, c'est différent. 95 000 ou 96 000 euros. Alors, je vais le dire différemment. Les prédictions sont bonnes pour les 6 années à venir. Pourquoi? Parce que au tarif actuel du Bitcoin, et même si le tarif était divisé par 2, s'il ne valait plus que 50 000 euros, il est encore viable pour les 6 années à venir. Pourquoi? Parce que dans 2 grosses années, on va avoir le prochain halving. Le halving, c'est quoi? Il faut quand même que j'en touche un mot.
les mineurs, tous les 4 ans à peu près, c'est fonction du nombre de transactions et donc du nombre de blocs. À peu près tous les 4 ans, la récompense pour les mineurs est divisée par 2. Donc aujourd'hui, quand un bloc est terminé, donc après 10 minutes, le mineur reçoit 3,125 bitcoins. Mais il y a 2 ans, il recevait 6 bitcoins 25, le double. Et dans 2 ans, un peu plus de 2 ans, il ne recevra plus que 3,125 divisé par 2, donc arrondi 1,6 bitcoin. Donc, si le bitcoin ne monte pas, s'il reste au stade auquel il est actuellement, la récompense des mineurs dans 2 ans sera divisée par 2. Ça ne va pas faire leurs affaires financièrement. Donc, il faut que le bitcoin monte. Sinon, un jour, ils éteignent les ordinateurs. Et si les ordinateurs sont éteints, il n'y a plus de banquier. S'il n'y a plus de banquier, il n'y a plus de bitcoin. Donc, il faut que ça reste rentable. Ceci étant dit, aujourd'hui, à 90 000 €, il est très, très largement rentable pour tous les acteurs. Donc, c'est en ce sens que je dis, dans 2 ans, la récompense est divisée par 2. 4 ans après, donc dans 6 ans, elle sera encore divisée par 2. Et là, il faut qu'il soit à 200 ou 300 000 $ minimum. S'il ne l'est pas, alors il va falloir changer la rétribution des mineurs. Ça veut dire que tu penses que plus ou moins 2030, il va monter à 200 000 voire 300. Voire 300. Voire vers 300 000. Oui, c'est ce que je pense intimement, mais j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie que vous investissiez sur cette base. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, par contre, parce que ça c'est important pour les gens, si vous avez l'habitude d'acheter votre billet de loto, ou de loterie, ou de subito, ou que sais-je, ça c'est de l'argent perdu. Ben oui, bien sûr. Et donc, il vaut mieux mettre ça dans une caisse, sur le côté, et acheter un morceau de bitcoin une fois que vous avez réuni une somme suffisante, quelques centaines d'euros, j'ai envie de dire, ou acheter du Solana aujourd'hui. Solana aujourd'hui, ça ne veut pas dire Solana dans 3 ans. Par contre, Bitcoin aujourd'hui, ça veut dire Bitcoin jusque dans au moins 6 ans, j'ai envie de dire. Patrick, merci beaucoup. Avec plaisir. Franchement, c'est très intéressant. Il y a plein de choses que je ne connais pas du tout. On va voir si ça monte ou ça diminue. Ou si ton prédiction il est bon ou si c'est pas bon. Si vous avez un petit peu d'argent, vous la mettez là et vous oubliez. Peut-être demain, vous êtes millionnaire. Merci Patrick. Merci beaucoup pour tout. Et ça c'est What the Fuck Podcast. What the Fuck Podcast.